OK, alors ça commence. Bienvenue tout le monde. Je vais attendre quelques minutes pour que les participants puissent rentrer. Voilà. Voilà, alors bienvenue. Ça, c'est le quatrième de notre série hiver-printemps de webinaires à Athletics Canada et le premier en français. Euh, alors, moi, je suis Jean Franco, je suis gestionnaire de formation des entraîneurs à Athletics Canada. Et aujourd'hui, avec nous, nous avons le talentueux Charles Castonguay. Alors, Charles, c'est un titulaire de maîtrise en kinésiologie de l'Université Laval et préparateur physique chez Excellence Sportive Québec-Lévis, ce qui est une branche de INS. INS, c'est l'Institut national de sport de Québec. Il est spécialisé en sport d'endurance. Alors, il a accumulé 15 ans dans le domaine, ayant collaboré avec des dizaines d'athlètes élites et olympiennes en course de fond, triathlon, ski de fond, dont Alex Harvey, vous connaissez ce nom-là, vélo de route, vélo de montagne et également en taekwondo, ski alpin et snowboard cross. Alors, Charles se spécialise aussi en réathlétisation, prévention de blessures et évaluation fonctionnelle de l'athlète, ce qui sont des principes cruciaux au sport cyclique et qu'il intègre au quotidien avec ses athlètes. Alors, c'est un vrai expert du domaine et aujourd'hui, on va parler de l'entraînement de la force et on a appelé ce webinaire fort et longtemps parce qu'on parle des sports d'endurance et la force. Juste avant de commencer, pour que tout le monde puisse savoir, je vous rappelle que vous êtes en sourdine, c'est le setup webinaire comme ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte de questions en bas. Et aussi, if there are questions in English, you can ask them in English, and I'll translate them. Euh, et Charles va faire une petite présentation là, puis euh, après ça, on va avoir environ 15 minutes pour répondre à la question aussi, pour avoir une petite discussion. Euh, le webinaire va être enregistré et sera mis en ligne sur notre site de YouTube dans les prochains jours. Et les entraîneurs qui ont entré leur numéro de PNCE et qui sont certifiés par le PNCE recevront un point de développement professionnel pour leur participation. Alors, pour commencer, avant de commencer la présentation de Charles, je veux juste demander, comme Charles, pour faire une petite introduction de toi-même, quel est votre parcours sportif et pourquoi s'intéresser à la préparation physique et les sports endurance en particulier? Bien, en fait, moi, mon parcours sportif, c'est beaucoup dans l'endurance aussi, là. J'ai fait du cross-country dès l'école secondaire, high school. Je n'étais pas nécessairement le plus performant, mais j'adorais ça. J'ai continué jusqu'au programme, juste avant le programme universitaire, donc le Cégep au Québec. Puis j'ai même fait, vous n'avez peut-être pas ça, est-ce que tu es dans l'Ouest, John, ou en À Ontario? Montréal. À À Montréal? Montréal. Pour les gens de l'Ouest, peut-être qu'ils connaissent moins ça, mais j'ai fait du canot à glace aussi, qui est un bon sport d'endurance Hmm. purement québécois, OK. courir sur les glaces gelées du Saint-Laurent. Et je m'intéressais beaucoup à la kinésiologie, là, donc j'ai décidé d'aller dans ce domaine-là. Le sport, en général, m'intéressait, la performance sportive. J'y faisais un petit peu de ski de fond à ce moment-là. J'ai eu un bon stage avec le Centre Pierre-Hervé, l'équipe nationale de ski de fond, pour débuter ma carrière un petit peu ainsi, là, avec un des meilleurs athlètes au pays à ce moment-là, là. Donc, j'ai été quand même chanceux au départ, mais j'ai fait ma chance ensuite. J'ai développé mes habiletés, mes qualités là, en tant que préparateur physique kinésiologue. Cool. Bah, c'est vraiment intéressant. C'est du parcours très varié. C'est bon. Alors, oui, Yes. alors je te laisse la parole pour ta présentation là et on va écouter tes conseils, là. Merci, merci. Donc, aujourd'hui, fort et longtemps, on va parler de préparation physique dans les sports d'endurance, justement. Comme John le disait si bien, moi, je me spécialise dans les sports d'endurance. J'ai toujours travaillé avec comme le disait, ski de fond, depuis 5 ans, la course à pied, énormément de 800 mètres jusqu'à marathon. J'ai fait aussi, je travaille beaucoup avec des athlètes en cyclisme de montagne, de route.
triathlon. J'entraîne quelques athlètes aussi là, dans les sports un peu plus de puissance, là, comme le ski alpin. J'entraîne la championne du monde présentement, là, Laurence Saint-Germain, qui est au Québec. J'ai entraîné des athlètes olympiques aussi de taekwondo dans le passé. Donc, je suis assez diversifié, mais mon petit dada, mon préféré, c'est quand même l'endurance. Puis aujourd'hui, je viens vous proposer ma méthode un peu en 30 minutes, là, ce qui n'est pas énorme pour expliquer des années d'entraînement, mais quand même vous donner un aperçu de à quoi ça peut ressembler. Donc, j'ai essayé de tourner ma présentation vers la course à pied, évidemment, et vous aurez beaucoup de trucs, de conseils très pratiques et je vais pouvoir donner justement peut-être le PowerPoint à la fin là, pour que vous puissiez avoir accès à des progressions d'exercices et peut-être aux définitions, etc. Donc, c'est parti, je crois, si je suis capable de changer de diapo. Donc, mon expérience, justement, comme je le disais, j'ai une maîtrise en kinésiologie. J'ai fait ma maîtrise en recherche côté performance sportive avec des athlètes en ski de fond, mais j'ai aussi fait beaucoup de formations ensuite qui m'ont permis de développer une expertise en évaluation fonctionnelle que je vais élaborer un petit peu plus tard et aussi en prévention de blessures et réathlétisation qu'on appelle donc retour de l'athlète post-blessure à l'entraînement. Donc, c'est un peu mes spécialités là, en termes dans la kinésiologie. Donc, pourquoi on fait de la préparation physique? Pourquoi on entraîne la force, premièrement, dans les sports d'endurance? Il faut quand même établir les bases tout premièrement. Eh bien, le premier point qui est très important à noter et à se rappeler, c'est en fait, c'est que la préparation physique, l'entraînement de la force en général dans les sports d'endurance, ça va nous permettre d'améliorer l'économie de course. Et ce n'est pas relatif seulement à la course à pied. Là, on parle aussi d'économie de gestuelle ou d'amélioration de la gestuelle, par exemple, dans les sports comme la natation, où on va parler aussi en vélo, l'efficacité gestuelle en vélo, en ski de fond aussi, la synchronicité des mouvements, très important. Donc, c'est quoi l'amélioration de l'économie de travail ou l'économie de course ici? Ben, en fait, c'est l'habilité d'un individu à se déplacer de façon efficace sur le plan énergétique. Donc, c'est précisément la consommation d'oxygène et un peu par la bande d'énergie qu'on a lorsqu'on maintient une vitesse stable qui est donnée. Donc, l'entraînement de force va nous permettre à une même vitesse, à travers le temps, devenir plus économe, de mieux gérer notre énergie et, par exemple, à 16 km/h, je vais consommer moins d'oxygène 3 mois plus tard que lorsque j'étais pas entraîné en force. Donc, vous avez la petite formule ici que vous pouvez appliquer si vous faites des tests de VO2 max à vos athlètes, vous pouvez calculer l'économie de course là, facilement. Donc, c'est un aspect très important dans les sports d'endurance parce que lorsqu'on fait des épreuves de 30 minutes, 1 heure et demie, ben, l'économie d'énergie devient extrêmement, extrêmement importante et l'efficacité gestuelle aussi, le maintien de l'efficacité gestuelle. Donc, c'est un des points les plus importants dans les sports d'endurance, mais en course à pied là, particulièrement. Ça a été étudié maintes et maintes fois. J'avais des études même qui dataient de 1996 que je n'ai pas inclus, mais vous en avez beaucoup d'études, des méta-analyses, des revues de littérature. Là. Il y a même une méta-analyse ici, vous voyez, de presque 700 études qui ont été analysées, qui nous montrent vraiment l'effet de l'entraînement de la force sur l'économie de course à la course à pied, qui est vraiment spectaculaire des fois. Là. On peut parler de 2 à presque 10 d'amélioration d'économie de course, de consommation d'oxygène pour certains athlètes à travers le temps. Donc, c'est quand même assez intéressant juste pour cet aspect-là d'entraîner la force pour les athlètes d'endurance. Ensuite, ben, en fait, qu'est-ce que ça améliore, l'entraînement de la force en course à pied? Ben, c'est la capacité anaérobie. C'est quoi la capacité anaérobie? En fait, là, c'est la quantité totale d'énergie fournie par le système anaérobie. C'est un mécanisme de consommation énergétique qui n'utilise pas l'oxygène et qui utilise souvent les fibres un petit peu plus rapides. Donc, on va parler là, d'exécuter un effort court et très intense. Certains penseront, ben, au contraire, nous, on a besoin d'être plus endurant, mais je ne sais pas si vous avez regardé des courses de 3000 mètres, de 5000 mètres, même de 10 000 mètres de marathon ces derniers temps, mais avoir une petite capacité de sprint, c'est extrêmement important. En ski de fond, ça l'est aussi. Vous avez regardé peut-être le marathon de Londres récemment où la première s'est détachée là, de façon extraordinaire du petit peloton de fin. Elle a mis une mine, là, comme on dit en bon français, puis elle est partie en avant, là, elle a gagné presque par 10, 15, 20 secondes. Donc, la capacité de sprinter, même pour les sports d'endurance, c'est très important et l'entraînement de la force va
améliorer cet aspect-là aussi de façon drastique. Et ça aussi, ça a été étudié et prouvé maintes et maintes fois dans la littérature. Donc, c'est très intéressant comme aspect d'amélioration au niveau de la course à pied. Un peu moins documenté celui-là, mais quand même qui est un fait marquable, ça va améliorer notre capacité de vitesse à VO2 max. En français, on appelle ça la VAM, donc la vitesse aérobie maximale. Donc, c'est pas mal la vitesse où on a une consommation d'eau d'oxygène qui est maximale. Et en faisant de la force, on serait capable d'améliorer cette vitesse-là, en fait. Il y aurait une petite influence là-dessus. Toutes les études ne sont pas d'accord, ne s'entendent pas là-dessus, mais je dirais qu'il y en a plusieurs quand même qui ont réussi à prouver que c'était le cas. Et c'est souvent justement là, cette vitesse-là qui va être très utilisée lors des épreuves de 1500, de 3000, de 5000, de 10 000 mètres. Donc, c'est quand même un facteur très important pour la course à pied aussi. Et beaucoup d'autres aspects qui sont améliorés avec l'entraînement de la force. Là. Il y a des études qui montrent que ça améliore purement la performance sur un TT comme un 3000 mètres, un 5000 mètres, etc. Ça va évidemment, l'entraînement de la force, améliorer la force et la puissance musculaire, ça, vous en doutez, c'est certain, par l'amélioration de l'efficacité neuromusculaire et le recrutement des unités motrices. Donc, plus on va lever lourd, plus notre cerveau apprend à nos muscles à recruter plus d'unités motrices, donc d'être plus efficace dans notre gestuelle et ainsi de suite. Ensuite, on a la raideur musculo-tendineuse des membres inférieurs. Donc, on parle souvent de réactivité au sol pour la course à pied, très important. L'entraînement de la force, l'entraînement en pliométrie, c'est extrêmement important pour ce facteur-là. On va améliorer, comme je le disais, la réactivité au sol, mais aussi la compliance musculaire. Qu'est-ce que c'est en fait la compliance musculaire? C'est la capacité d'un membre, comme le membre inférieur, à se raccourcir et revenir dans son état normal le plus rapidement possible. Donc, en course à pied, lorsqu'on met le pied au sol, en sprint ou même lors d'un 5000 mètres, d'un 3000 mètres, c'est quand même un facteur important parce qu'on ne veut pas trop s'écraser vers le sol, on veut avancer vers l'avant. Donc, la raideur musculo-tendineuse du membre inférieur qui est améliorée. Ensuite, on a une diminution de l'apparition et de la récurrence des blessures, facteur très important aussi parce qu'on ne se le cachera pas, la course à pied, c'est quand même le sport qui est le plus, probablement le sport non traumatique le plus blessé à travers tous les sports d'endurance. Donc, on parle souvent, là, certaines études parlent de 7 blessures par 1000 heures d'entraînement, qui est énorme. En ski de fond, par exemple, j'entraîne les meilleurs au Canada, on n'a pas ça. En course à pied, c'est un chiffre qui est assez impressionnant. Mais l'entraînement de la force nous permettrait de diminuer ça. Pas de l'amener à zéro, bien sûr, parce qu'on le sait, en course à pied, on va toujours un peu se blesser, mais de peut-être ramener ça à 1, 2, 3 par 1000 heures d'entraînement. Ensuite, on a le temps de retour aussi qui est diminué. Donc, je me suis blessé, je me suis entraîné en force, je me suis quand même blessé, mais mon temps de retour à la course va être quand même diminué post-blessure. Et un autre petit avantage, mais une diminution de la masse adipeuse et il y a peu de prise de masse si on le fait de façon logique et intelligente, probablement planifié par un kinésiologue ou un entraîneur expérimenté. Donc, on va être capable d'améliorer le ratio poids-puissance, donc watts par kilogramme, sans nécessairement avoir une prise de poids qui va être drastique. Les types d'entraînement de la force. Donc, ceux que moi, j'utilise le plus dans ma pratique, ça ressemble à quoi? En fait, la force maximale, c'est certainement l'entraînement, le type d'entraînement qui est le plus important, je dirais, en sport d'endurance. C'est quoi l'utilisation de la force maximale? En fait, c'est la plus grande force possible déployable par un muscle ou un groupe de muscles lors d'une contraction volontaire maximale. Et ça va impliquer souvent des charges qui sont très lourdes. Donc, peut-être qu'il y en a encore parmi vous qui pensent qu'il faut faire des longues répétitions avec peu de charges. Ça peut s'appliquer dans des exercices de style stabilité, gainage, mais lorsqu'on veut développer vraiment des capacités neuromusculaires qui sont supérieures, puis aller chercher ce petit plus-là au niveau capacité anaérobique, on disait économie de course, il faut travailler avec des charges qui sont quand même assez lourdes. Donc, on parle ici là, de répétitions qui vont être de 3 à 6 répétitions pour les sports d'endurance. C'est rare qu'on va descendre en bas de 3, juste étant donné la nature de nos athlètes. Souvent, c'est des athlètes qui sont un petit peu moins robustes au niveau articulaire, tendineux. Donc, on veut leur donner une chance. Là, on va descendre pas trop bas jusqu'à 3. L'intégrité posturale du corps va être plus maintenue avec des charges qui sont un petit peu moins lourdes, mais qui font quand même une bonne différence. Et souvent, la littérature là, parle là, dans les études des revues de littérature, c'est souvent autour de 4. Donc, c'est rare qu'ils descendent en bas de 4. 4, c'est pas mal le plus bas qu'on voit et c'est pas mal l'idéal pour les sports d'endurance. On parle de 4 à 90 de 1 RM. C'est quoi le 1 RM? Ben, c'est, par exemple, si je fais un squat, je mets la charge maximale que je suis capable de lever pour seulement une fois. Ça, c'est mon 1 RM. Donc, mon 4 RM représenterait 90 de cette charge-là. Et ça, c'est vraiment là, backé par
des dizaines d'années d'études scientifiques là, qui nous prouvent que c'est la meilleure méthode d'entraînement qu'il faut maintenir pour les athlètes, même pour les athlètes d'endurance. Combien d'exercices par séance? On parle dans la littérature de 3 à 6. On ne veut pas aller plus que ça. C'est quand même beaucoup lorsqu'on va monter à 7, 8, 9, 10. Juste au niveau de l'exigence de la fatigabilité des athlètes, ils ont beaucoup à faire en course à pied aussi, des intensités qui sont très difficiles. Donc, on veut essayer de maximiser l'impact sur les bénéfices, mais minimiser l'impact sur la fatigue. Donc, souvent, moi, je suis vraiment dans la tranche inférieure de ces chiffres-là. Moi, c'est souvent du 3 exercices de force maximale que je vais prescrire par entraînement pour un nombre de séries totales de 6 à 12, donc 2 à 3 séries par exercice. Les exercices qu'on privilégie souvent en entraînement de la force maximale, c'est les gros exercices. Donc, on parle hip thrust, donc les ponts avec des charges lourdes, et les variantes de hip thrust, les step-up, les squats, bien sûr, les squats, les fentes, les deadlifts, donc ces exercices-là. Justement, parlant des choix des exercices, je ne sais pas si vous avez vu passer dernièrement, mais il y a beaucoup de nouvelles études qui prouvent que peut-être le squat, c'est notre référence là, d'exercice de musculation ultime, mais c'est peut-être pas la meilleure chose à faire lorsqu'on est un coureur de fond. Il y a beaucoup de revues de littérature et de nouvelles études qui sortent. Là, vous en avez jusqu'ici jusqu'à 2009, mais il y en avait qui étaient un petit peu moins pertinentes, mais qui allaient jusqu'à 2022, qui disent justement que les squats, c'est un exercice à dominante verticale. Donc, on déplace une charge vers le haut. C'est quand même intéressant pour la course à pied. Ça va faire bien recruter notre chaîne antérieure, notre chaîne postérieure, les quads, les fessiers. Mais en absolu, on a réussi à démontrer que les exercices à dominante horizontale, donc si vous prenez un hip thrust là, comme l'image qu'on a ici et qu'on inverse et on met la personne en position debout, il déplace la charge horizontalement. Donc, on a un meilleur recrutement de la chaîne postérieure et ce type d'exercice-là va nous donner un petit peu plus de gains au niveau justement économie de course, puissance à la course à pied, etc. Donc, les types d'exercices à dominante horizontale seraient plus intéressants que dominante verticale pour la course à pied. Ça ne veut pas dire d'arrêter de faire des squats, pas du tout. Ça veut peut-être dire, par contre, d'inclure davantage d'exercices comme le hip thrust qui sont en fait un peu plus sécuritaires et qui souvent nous permettent d'augmenter la charge sans avoir des contraintes au niveau du dos, de la barre sur le dos, etc. Donc, plus efficace, plus facile techniquement et on peut charger un peu plus. Et en plus, la littérature nous dit justement que ça serait un petit peu plus intéressant que les exercices à dominante verticale. En plus, c'est sûr que ce type d'exercice-là va chercher un peu plus la chaîne poste, comme je le disais, donc fessier, ischio, souvent des muscles un peu plus faibles chez les coureurs, donc ça peut être intéressant d'en inclure. Un autre type d'entraînement de la force, entre guillemets, qu'on voit souvent passer au niveau de la littérature, c'est la fameuse pliométrie. C'est quoi la pliométrie? C'est un principe qui consiste à travailler en explosivité. On parle de force-vitesse ici, mais à dominante vitesse. Donc, dans un spectrum de puissance, la puissance qui est de la force et de la vitesse, eh bien, ça va être souvent des exercices qui vont avoir une dominante vitesse. Donc, on va déplacer notre corps très rapidement plutôt que de déplacer une charge lourde rapidement comme en haltérophilie, donc des sauts, des explosifs, des sauts en longueur, etc. Donc, des exercices plus avec notre poids du corps qui vont nous permettre de développer de la vitesse. Et en exercice pliométrique, c'est toujours un exercice constitué d'un étirement rapide des agonistes. Par exemple, lorsque je saute en bas d'un box, je vais avoir un étirement rapide de mes quads qui va ensuite produire une contraction maximale pour vaincre l'inertie et me propulser dans la direction souhaitée. Donc, c'est vraiment raccourcissement et ensuite contraction maximale pour produire le mouvement en vitesse. Encore une fois, les répétitions, pas obligé d'aller très loin. Donc, 6 à 15 répétitions. Souvent, moi, je me dirige plus vers le 8 à 12. Le nombre d'exercices par séance, 2 à 4. Oui, évidemment, là, il y a beaucoup d'études d'études et d'évidence maintenant qui nous prouvent que de faire des grandes séances très longues avec beaucoup d'exercices de pliométrie, ça aurait peut-être plus un effet négatif que positif chez l'athlète, étant donné justement la charge d'entraînement totale de l'athlète dans la semaine. De rajouter une séance de pliométrie, c'est comme de rajouter finalement une séance d'intensité. On va travailler un peu les mêmes choses que lorsqu'on travaille sur la track à faire des 60 mètres ou des 40 mètres ou des 100 mètres pour un athlète d'endurance. Donc, de réduire le nombre d'exercices. On parle même là, dans l'article de Ramirez ici d'une séance de 3 à 5 minutes, 2 fois
par semaine aurait autant d'impact qu'une séance de 30 à 40 minutes chez d'autres athlètes. Donc, on parle vraiment de séances très courtes avec des repos substantiels et des exercices qui vont être plus efficaces. Donc, aller vers la qualité plutôt que la quantité d'exercices. Encore une fois, le nombre de séries peut varier et les exercices à privilégier, on va en parler juste un petit peu plus bas ici. Donc, dans la pliométrie, souvent, on va respecter 4 phases, comme l'imagerie ici nous le donne, en fait, de YLM Sport qui fait des très belles imageries comme ça. Donc, la première phase, c'est souvent d'apprendre à l'athlète à réceptionner des sauts. Donc, sans nécessairement focuser sur la réactivité, mais de juste absorber le saut. Par exemple, comme on a un saut ici, on le drop and stick qu'on appelle. Donc, on fait un saut, on atterrit, on absorbe le saut dans cette position-là. Ou un saut qui est chargé. Vous voyez ici mon athlète qui a un élastique sous les aisselles et qui va faire des sauts, des squat jumps, mais avec 80-70% de son poids pour diminuer la charge sur ses chevilles et améliorer éventuellement sa réactivité au sol. Ensuite, on va inclure des exercices justement avec un temps de contact qu'on veut plus court. Donc, on peut parler de saut de cheville, mais pas avec des amplitudes très grandes. Encore une fois, des box drops. Vous avez des sauts de cheville, des ankle hops, des trucs comme ça qui sont très intéressants. Ensuite, on va aller vers la phase 3, donc qui est encore une fois basée sur le temps de contact au sol, très rapide, mais en augmentant la hauteur des sauts. Et en augmentant la hauteur des sauts, évidemment, on vient augmenter la charge qui est mise sur le corps, donc des sauts de haie très intéressants, des sauts sur des boîtes, etc., très intéressants aussi. Et la phase numéro 4, c'est vraiment d'augmenter la charge sur le corps, la complexité des sauts. Donc, vous voyez ici, par exemple, là, ici, je fais un saut de cheville, je vais faire un mouvement de sprint entre chacun de mes sauts de cheville pour augmenter la charge d'impact. Même des sauts à cheville, là, ici, même exercice qu'ici, mais avec une réception excentrique qui va être exagérée par un élastique que l'athlète tient dans ses bras. Donc, il va augmenter la tension vers le bas, augmenter la charge sur les chevilles, les genoux et essayer de travailler cette raideur-là qu'on parlait tantôt. Et encore une fois, augmenter la hauteur des sauts de haie qui peut être assez intéressante aussi. Donc, force maximale, pliométrie, 2 trucs que j'utilise beaucoup dans ma pratique. Et celui que j'aime le plus, probablement, c'est le contraste qui va nous permettre de mélanger tout ça. Parce que là, on parle de force max, on parle de pliométrie, comment on met ça dans un plan pour pas trop en faire, justement, il y a des méthodes très efficaces, justement, pour ne pas se perdre et condenser ça dans une même séance. C'est les méthodes contraste. Ici, c'est un principe d'entraînement qui se base sur la potentialisation post-activation qu'on appelle. Donc, de faire c'est en fait le contraste, c'est de faire un exercice de force max suivi d'un exercice de pliométrie. Très intéressant. Et le principe de PAP, là, de potentialisation post-activation, c'est qu'on va activer le maximum d'unités motrices au niveau neuromusculaire avec notre exercice de force maximale, améliorer peut-être, solliciter un peu notre raideur musculo-tendineuse, encore une fois, et ensuite l'appliquer directement dans un exercice de puissance de réactivité. Donc, on est déjà réveillé, on est déjà maximisé au niveau des unités motrices, quand même assez intéressant comme méthode. Et justement, moi, c'est beaucoup ça que j'utilise avec mes athlètes à une certaine étape pour ne pas avoir à pitcher plein de séances de plio dans mon plan, pitcher aussi plein de séances de force maximale. Donc, on vient combiner ce genre d'entraînement-là et ça réduit la quantité de fatigue qu'on va faire aussi dans la semaine parce qu'on vient combiner tout ça. Donc, on parle ici là, des exercices de force maximale, comme je le disais tantôt, 3 à 6 RM avec suivi directement d'un exercice un peu plus explosif, saut de haie, selon les étapes qu'on a vues juste précédemment, justement. Mais bien sûr, on ne commence pas à enlever du 3 répétitions maximales direct en partant notre premier méso. Donc, il y a d'autres préalables à avoir à ça. C'est le but de cette diapo. Donc, un autre type d'entraînement, c'est la fondation qu'on appelle, que j'ai défini comme cela. Avant, un peu appelé hypertrophie, mais ça fait un peu peur aux athlètes des fois de dire le mot hypertrophie parce qu'ils ne veulent justement pas prendre de masse. Donc, on veut l'appeler un peu différemment, mais on veut aller chercher nécessairement la prise de masse musculaire, ce n'est pas ça du tout le but de cette méthode-là, c'est plus la préparation à l'athlète. Donc, c'est vraiment un entraînement de la force maximale axé sur l'enseignement de la qualité de mouvement, le mouvement fonctionnel, l'adaptation des tissus, et on les met sur un temps de tension qui va être très long. Donc, des temps concentriques, isométriques qui vont être un petit peu plus longs. Ou encore une fois, au niveau de la littérature, très démontré, je dirais, pour améliorer la qualité de mouvement et aussi le pourcentage de votre force maximale éventuellement lorsque vous allez le travailler. Donc, d'augmenter votre temps en excentrique, en concentrique. Donc, la fondation,
ce type d'entraînement de la force-là est un bon moment pour le faire. Ça améliore aussi la résilience articulaire, tissulaire. Donc, on vient préparer le corps finalement à tout ce qu'on va lui imposer plus tard en pliométrie, en force maximale. C'est quoi l'étendue de ça? C'est la force sous-max, en fait. Tantôt, on parlait de répétition maximale. Là, on va faire des exercices un peu plus sous-maximaux, de 8 à 12 répétitions, justement avec environ 60-70% de notre 1RM qu'on parlait tantôt. Les temps de contraction très importants, donc on parle de excentrique de 3 à 5 secondes et de l'isométrique de 1 à 3 secondes. Donc, si vous preniez ici le split squat ou la fente un peu écartée, eh bien, ça représenterait que je descendrais en 5 secondes, que je maintiendrais 3 secondes en bas, puis ensuite je remonterais un petit peu plus rapidement vers le haut. Donc, des temps sous tension qu'on parle très élevés pour maximiser justement la résilience tissulaire et l'adaptation des tissus à notre force maximale qui s'en vient. C'est quoi, dans le fond, les étapes? Bien, vous vous en doutez, là, les préalables, commencer par justement la fondation pour ensuite commencer à travailler notre force maximale. Peut-être une intro à la pliométrie, donc la réception de saut, un peu plus mollo, sans travailler la réactivité, juste la qualité du mouvement en réception, pour ensuite transférer vers une méthode qui va être un peu plus contrastée. Donc, des charges très lourdes avec des combinaisons d'exercices très explosifs, selon les étapes 2 à 4 que j'ai présentées plus haut, qu'on va travailler avec les haies, donc vraiment la réactivité au sol, essayer de contrer la déformation du corps vers le bas et être le plus explosif possible. Sur une périodisation, je dirais, qui est plus annuelle ou sur un cycle normal de 18 semaines, comme vous avez ici, ça ressemble à quoi? Eh bien, on pourrait commencer. Ici, vous avez les semaines, dans le fond, avec les chiffres. Là, on a un bloc de 18 semaines et on commencerait avec des nombres de séries qui sont un petit peu plus bas. Donc, ici, vous voyez, plus on monte vers le haut, plus le nombre d'exercices de séries va être élevé. Plus on est bas, plus c'est relax. Donc, on va périodiser nos mésos comme ça de façon un petit peu plus cyclique. Donc, un petit peu plus en montant vers le haut. La dernière semaine, un peu de décharge, monte vers le haut, un petit peu de décharge ensuite. Premier méso, 3 semaines, fondation, très intéressant à travailler. Donc, comme je le disais tantôt, des temps sous tension qui sont longs. On veut aussi travailler des exercices sous-maximaux, qualité de mouvement, 3 semaines, 4 semaines. Ensuite, on va faire notre introduction à la force maximale. On peut travailler sur des blocs de 4 semaines à ce moment-là. Donc, première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, pour ensuite aller vers une période de maintien. Donc, vous voyez ici, là, c'est rare que je vais dépasser 3 à 4 semaines pour ma prescription de méso pour continuer à avoir une adaptation au niveau des tissus. Donc, là, lorsqu'on dépasse le 4, 5, 6 semaines, lorsqu'on se rend à 8, 10, 12 semaines, on va diminuer un peu cette adaptation-là, cette variabilité-là qu'on veut amener à l'athlète. Donc, souvent, les gains vont être un petit peu moins importants. Donc, on veut essayer de changer le plan aux 3 à 4 semaines. Et nombre de séances par semaine, ben, ça tourne autour de 2. 2 séances maximum, en fait, parce qu'au-delà de ça, on va encore créer, comme je l'appelle, de l'interférence un peu nuisible à l'athlète. Donc, créer trop de fatigue parce qu'il y a aussi les intensités, les long runs à faire. Donc, ça devient un peu chargé pour lui. Donc, 2 séances maximum pour un nombre de semaines qui va équivaloir à de 12 à 20 pré-maintien. Donc, vraiment pré-maintien, on parle de la phase ici où je vais entrer dans ma compétition la plus importante. Donc, juste avant ma compétition importante, c'est le maintien. Donc, toute cette phase-là ici, on veut parler d'un 12 à 20 semaines minimum. Et justement, la littérature là, se situe autour de 20 à 24 séances, donc 2 fois par semaine pendant 10 à 12 semaines, pour avoir des gains d'économie de course qui vont être intéressants. Et là, vous en avez une là, de cet auteur-là, justement, de 2017, qui compare un programme de 4 semaines versus un programme de 14 semaines. Et vous voyez au niveau de l'économie de course, 2,5 de gain après un entraînement de force maximale de 4 semaines, même pas sans pliométrie celui-là, et 14 semaines de force maximale, 8 de gain au niveau de l'économie de course, qui est énorme. On parle des plaques de carbone des fois pour nos coureurs qui vont aller gagner du 0,5 1 de performance. Regardez les chiffres qu'on a ici là, au niveau de notre économie de course. Donc, c'est énorme. Donc, si votre athlète s'estime justement à ne pas vouloir faire de la musculation, puis il met ses plaques de carbone, montrez-lui ces chiffres-là, c'est quand même assez intéressant sur l'opportunité qui manque de s'améliorer. Une erreur qu'on fait souvent en préparation physique, en entraînement de la force, c'est d'arrêter complètement l'entraînement de la force lorsqu'on entre en période de compétition. Les études sont claires là-dessus. Les adaptations vont être maintenues pendant un 3 à 5 semaines maximum après l'arrêt du programme. Donc, si, par exemple, ma compétition A, soit, par exemple, les Jeux olympiques et à la mi-août, et que j'arrête
mon plan début juin, je viens de perdre énormément, près de 50% probablement des gains que j'ai fait en musculation lorsque je suis rendu aux Olympiques. Donc, il faut continuer à maintenir des entraînements de la force, même si on est en période de compétition. Bien sûr, il y a des moyens de le faire qui sont plus efficaces. On ne peut pas faire 2 séances par semaine. On diminue ça à une aux 7 à 10 jours même. On n'est même pas obligé d'en faire une par semaine. Ça peut aller à des cycles de 10 jours. Et lorsqu'on arrive justement près de notre compétition, peut-être un 2, un 3 semaines, 5 semaines, je trouve personnellement que c'est très étiré. Moi, je suis plus dans le club des 3 semaines, même 10 jours. Souvent, mes athlètes, là, avec Félix-Antoine, justement, vont arrêter plus un 10 jours à 2 semaines avant leur compétition très, très importante. C'est quand même assez optimal pour maintenir tous les gains qu'on a acquis en force. Donc, si vous pensez qu'il faut arrêter, continuez, s'il vous plaît. Une séance de maintien. Et là, on ne parle pas d'une séance où on va, si par exemple, vous prescrivez les 4RM à vos athlètes avec le hip thrust, avec le squat, eh bien là, on peut inclure un peu plus le principe de répétition en réserve là, que j'ai ici. Quoi une répétition en réserve? Donc, c'est que je vais prescrire un 4RM à mon athlète en hip thrust, mais il va prendre une charge de 5 RM, c'est-à-dire qu'il va avoir une répétition en réserve. Donc, il aurait été capable d'en faire une cinquième avec sa charge, mais on ne veut pas l'amener à l'échec. C'est souvent la dernière répétition, les 2 dernières répétitions qui vont créer cette fatigue neuromusculaire-là qui va durer 12 à 36 heures. Donc, de continuer à faire l'exercice, mais d'amener des répétitions de réserve, c'est-à-dire des répétitions, justement, on fait 4 répétitions avec une charge de 5 ou on fait 4 répétitions avec une charge de 6. Mais ça va permettre à l'athlète d'avoir des bonnes adaptabilités, des bons gains, de maintenir ces gains sans créer cette fatigue neuromusculaire-là qui va le suivre jusqu'à ses intensités, même jusqu'à sa course. Donc, on lui donne un petit jeu et ça a été prouvé, ce principe de répétition de réserve-là, encore une fois, dans la littérature, que même là, dans votre période de développement de la force, là, de 12 à 20 semaines, de toujours avoir une répétition de réserve. Certains auteurs ont réussi à prouver que c'était même mieux que d'aller à l'échec à chaque répétition. Donc, ce n'est pas un consensus encore, mais quand même, il y a certaines évidences qui nous amèneraient vers ça, de ne pas toujours aller à l'échec, puis de se garder une petite gêne à chaque exercice. Bien sûr, à travers tout ça, on veut inclure des abdos, entre guillemets, et la prévention de blessures parce qu'il y a beaucoup de blessures en course à pied, puis il y a beaucoup de mouvements qui sont peu efficaces techniquement. Donc, comme le dit ici Christian Miller, la force qu'on va travailler, mais qu'on va déployer aussi n'est bien transmise dans le geste que par une organisation posturale parfaite. Donc, toutes les gains que je vais avoir en force ne seront transmis dans mon geste spécifique que si j'ai une organisation tronc de mes hanches, de mes chevilles qui sont parfaits lors de la course à pied. Vous en avez un bon exemple ici, là, par exemple, je vous en ai mis au niveau du tronc. Vous avez une course à pied là, qui va être principalement sur le plan sagittal, donc vers l'avant, on se déplace vers l'avant. Un petit peu en rotation quand même au niveau du tronc, mais une bonne course à pied ne devrait pas déroger de cette technique-là qui est optimale. Bien sûr, là, je ne vous dis pas qu'une technique de course optimale, c'est loin de là vraiment. Il y a juste des techniques qui sont plus efficaces au niveau biomécanique. Donc, des techniques, ici, là, on appelle ça des techniques des mouvements parasites qui vont venir amener des flexions latérales du tronc comme ça, ou le bassin qui tombe un peu de côté à côté, l'hyperlordose lorsqu'on court comme ça ici, avec le dos, les rotations excessives du tronc, ça l'amène plein de mouvements parasites, de dépenses énergétiques, de diriger notre énergie d'un endroit à l'autre qu'on ne veut pas nécessairement qu'il y ait, on veut qu'il y ait en avant. Donc, c'est des choses qu'on peut travailler avec le gainage. Donc, d'où l'importance de travailler le gainage dans vos entraînements aussi. Donc, les exercices incontournables, vous avez les exercices d'anti-extension. Justement, on parlait là, des gens qui vont aller en lordose, qui vont cambrer le dos. Les exercices d'anti-extension sont très importants en course à pied, comme les dead bugs, les quadrupèdes, les planches abdominales. Vous avez les exercices d'anti-rotation aussi pour les gens qui vont vraiment tourner de façon excessive le tronc, même sortir les coudes de côté. Beaucoup, ce qui est pal of press, donc pousser vers l'avant, qui nous amène en rotation, qu'il faut résister en conservant cette intégrité posturale du tronc-là, donc les épaules au-dessus du bassin en tout temps. Les wood chops, les antiflexions latérales, donc tout ce qui est planche latérale, tous les mouvements de carry qui sont intéressants aussi, où on va avoir un poids d'un côté et qui va nous amener en flexion, mais qu'on veut résister et avoir une intégrité posturale qui va être meilleure. Donc, tous ces exercices-là extrêmement intéressants et on y va avec logique. Donc, on ne va pas prescrire un exercice très difficile dès le meso 1. On essaie d'avoir une petite progression pour commencer avec la petite roulette en roll-out plutôt que
sur les coudes sur le ballon. Donc, on essaie d'être logique dans notre progression pour que les athlètes puissent s'améliorer et avoir des gains par rapport au gainage. Au niveau des blessures, ben, comme je le disais, la course à pied, c'est un des sports qui est le plus blessé, certainement. Tu en avais une liste exhaustive ici. Moi, dans ma pratique, ce que j'ai décidé de faire, c'est de façon systématique adresser les plus évidents. Donc, dans la littérature, dans mon expérience avec les athlètes, qu'est-ce que j'ai remarqué qui était le plus fréquent? Eh bien, c'est les lombalgies, les claquages au niveau des ischio-jambiers ou les tendinites au niveau des ischio-jambiers, des adducteurs aussi, donc les muscles à l'intérieur de la cuisse. Au niveau des mollets, tendinites au niveau du tendon d'Achille aussi. Et souvent les blessures aux pieds, donc on parle de fractures de stress aux pieds, métatarsalgie, périostite. C'est toutes des choses qu'on peut aller travailler, comme les lombalgies, justement, le mal dans le bas du dos, ben, des bons exercices de gainage, de proprioception au niveau du tronc, ça peut nous aider, de stabilité du bassin, ça va nous aider, ça va prévenir ces dommages-là. Tout ce qui est claquage, ben, on peut faire une inclusion systématique dans notre plan de tout ce qui est exercice à progression isométrique, à excentrique, à dynamique dans nos plans d'entraînement. Très intéressant aussi pour prévenir tous ces types de blessures-là. Ensuite, on a les blessures aux pieds qui peuvent être, selon la littérature, il y a beaucoup d'études maintenant qui sont très intéressantes là-dessus, sur le foot core, donc l'entraînement de la stabilité des chevilles et des muscles intrinsèques du pied qui diminuerait le taux de blessure et aussi améliorerait l'économie de course par le fait même. Donc, des exercices de foot core, donc vraiment à l'intérieur, tout ce qui est carré plantaire, les adducteurs des pieds, etc. Donc, entraîner les pieds comme on entraîne les fesses, les ischios, les quads, finalement. Vous avez ici, je ne vais pas les détailler, des progressions d'exercices que j'ai ressorties de mes cours universitaires que je donne à Laval, justement. Vous pourrez les consulter parce que je vais vous envoyer justement le PowerPoint après à John qui pourra le transmettre. Donc, comme je le disais, commencer un peu en isométrie, aller vers des étapes un peu plus excentriques avec des progressions d'exercices qui sont logiques. Ici, vous avez des exemples pour les mollets, justement, donc les plantiflexeurs au niveau des mollets. Ici, vous avez au niveau des ischio-jambiers, on commence en isométrie, en progression vers des exercices excentriques, donc de retenir la charge vers des choses un peu plus dynamiques, ischio-jambiers. C'est tous des exercices, des progressions d'exercices que j'inclus systématiquement à tous mes athlètes, étant donné la récurrence des blessures de ce type de muscle-là ou de ce type de blessure-là dans la course à pied. Donc, c'est toutes des choses que je vais inclure directement dans mon plan d'entraînement. Donc, ici, on parle des adducteurs, progression des adducteurs. Vous avez aussi le foot core, comme je le parlais, donc tout ce qui est muscle intrinsèque du pied. Systématiquement, peu importe l'athlète, je vais quand même en intégrer dans le plan, même si j'ai trouvé qu'il était assez fort, je vais quand même y en donner quelques-uns pour faire un bon maintien et une bonne activation, améliorer sa proprioception au niveau des pieds, sa mobilité au niveau des pieds, très important. Donc, c'est tous des documents que vous aurez accès ensuite. Je m'en viens à parler de l'évaluation fonctionnelle. C'est bien de guérir les blessures, mais si on peut les prévenir, c'est encore mieux. Donc, c'est quoi l'évaluation fonctionnelle? C'est une de mes spécialités en kinésiologie. Je donne même un cours justement à l'Université Laval là-dessus. C'est un outil d'analyse, une batterie de tests qui nous permet de classifier des patrons de mouvement pour prescrire des exercices en fonction des faiblesses qu'on a vues chez la personne. Donc, on va commencer par quelque chose de très général, des mouvements globaux qu'un humain devrait faire pour spécifier ça à la course à pied ensuite. Et ça peut être fait par un kinésiologue, par un physiothérapeute, comme une opération de dépistage qu'on appelle, donc d'essayer de trouver les problèmes et de les régler avant qu'ils n'adviennent. Et les exercices qui vont découler de ça, on va les prescrire justement avant les intensités, donc des petites séquences d'exercices qu'on prescrit avant les intensités, et je vais les inclure aussi dans les échauffements de mes athlètes en musculation. Donc, l'évaluation fonctionnelle nous amène à une prescription d'exercices en renforcement, en mobilité, rouleau, automassage, mobilité active qu'on va intégrer dans le plan d'entraînement directement. Donc, voici un peu à quoi ça ressemble une évaluation fonctionnelle. On commence avec des mouvements très globaux, comme des rotations, mobilité des épaules, flexion, extension, stabilité sur une jambe très importante en course à pied, voir la stabilité du bassin à deux jambes, les ponts, etc., voir la stabilité du tronc, pour diriger ça vers des mouvements un peu plus isolés. Donc, mobilité pure des épaules, mobilité du thorax, très importante en course à pied, flexibilité des ischio-jambiers, force des ischio-jambiers, flexibilité des psoas, flexibilité des quadriceps, force des adducteurs, étant donné la récurrence des blessures aussi, même mobilité du gros orteil, qui est très importante en course à pied, dorsiflexion de la cheville aussi, donc la mobilité de la cheville est très importante en course à pied. Donc, des tests qui vont nous permettre de prévenir ensuite les blessures chez notre athlète, qu'on va pouvoir prescrire un petit peu plus d'exercice par rapport à ça.
Je vais vous montrer un exemple là, tout de suite après. C'est un peu un horaire type d'entraînement que j'ai avec un athlète. Donc, vous avez l'intensité qu'on va faire vraiment au niveau du lundi, une grosse séance d'intensité, souvent qui va être suivie d'une séance de gainage qui peut être un peu placée un peu n'importe où, là, je dirais, dans la semaine. C'est une séance qui n'est pas très difficile. Je vais vous en montrer un exemple tout de suite après. Le mardi, courte à pied. Mercredi, grosse séance. Mardi ou mercredi, je dirais grosse séance de musculation. Là, la principale, on est bien reposé, on vient faire de la force maximale souvent à cet endroit-là. Repos ou séance de mobilité, relâchement myofacial, étirement dans cette case-là de jeudi. Vendredi, on a une autre séance d'intensité et on va faire une séance un petit peu moins dure au niveau de la préparation physique, l'entraînement de la force le samedi. Un peu de jog le dimanche et on recommence notre cycle comme ça. Donc, on essaie d'espacer. C'est quand même assez exigeant, les entraînements de la force au niveau neuromusculaire pour l'athlète. Donc, les espacer un peu plus, c'est quand même intéressant pour ne pas créer d'interférence. Donc, de fatiguer notre système nerveux par l'intensité, puis ensuite, on n'a pas notre système nerveux fresh pour arriver à notre séance de musculation. Donc, on n'a pas les gains qu'on veut créer par rapport à ça, mais on fatigue encore plus notre système nerveux, puis ça devient un puits qui est un peu sans fond. On tombe dans le néant. Donc, on veut vraiment maximiser la récupération entre les entraînements d'intensité et de musculation pour favoriser le maximum de gains possible. Certains coachs vont même parfois, étant donné que les intensités deviennent très importantes à un moment donné dans notre planification, plus la compétition ça rapproche, diminuer la difficulté des entraînements de musculation et placer la musculation directement la même journée que les intensités. Donc, on fait notre intensité, on a 4 heures de repos, on fait notre séance de musculation allégée. Ça peut être une bonne option aussi. Il faut être conscient, par contre, qu'on ne va pas avoir les mêmes gains. On est un peu fatigué au niveau de la musculation, mais ça nous offre un peu plus de repos en prévision de notre prochaine intensité. Donc, c'est une combinaison qui est possible, mais plus vers la compétition, je dirais, parce que lorsqu'on fait le développement de la force, on essaie d'être plus reposé lorsqu'on vient entraîner notre force, justement. Vous avez des exemples ici, je vous parlais de méthodes, je disais fondation, force maximale, pliométrie, maintien, etc. Un exemple de méso-fondation, donc un méso 1 que je vais prescrire à un de mes athlètes. Vous avez tous les exercices correctifs ici que je lui ai proposés par rapport à son évaluation fonctionnelle. Donc ici, on va faire de l'automassage, du relâchement au niveau des quadriceps, des tenseurs des fascia lata, des adducteurs, des fessiers, pour ensuite aller travailler sa mobilité thoracique, sa mobilité au niveau active, au niveau des psoas, un peu au niveau de la chaîne postérieure, activer ensuite la chaîne postérieure, ses épaules, travailler la stabilité de son bassin, travailler la stabilité dans ses pieds, ça prend environ 10 à 15 minutes, 2 à 3 minutes, 5 minutes max, puis ensuite y aller vers le gros morceau qui est plus l'entraînement de la force. Donc ça, c'est en fondation. Donc là, on travaille en 10 répétitions, assez lentes, donc l'excentrique, donc la descente qui est plus lente, combinée avec un exercice déchargé, et on fait des combinaisons comme ça. Deuxième séance, là, on peut la répéter 2 fois, celle-là, dans la semaine. Une petite séance de gainage où on va répéter justement ces correctifs-là qu'on a vus dans l'évaluation fonctionnelle, plus inclure des exercices de stabilité du tronc. Et je reprends les mêmes exercices de mon échauffement ici que je vais lui donner à faire avant d'aller à courir à pied. S'il y en a 6, mais ça peut se résumer à 2 à 3 pour diminuer le temps aussi au niveau de la préparation de la course à pied. Ici, vous en avez un qui est un peu plus élaboré, plus loin dans le cycle, donc un méso 4, par exemple, en contraste, force maximale, pliométrie. Donc, un peu les mêmes exercices-là, sauf qu'ici, là, on va tomber dans des exercices qui sont un petit peu plus intenses. Donc, squat un peu plus explosif à 6 RM, avec du ankle up chargé avec un élastique, hip thrust avec des sauts de haie, etc. Donc, des contrastes, donc des combinaisons d'exercices force maximale plio. Et souvent, je vais inclure à ce moment-là là, le gainage directement à la fin ici pour diminuer le temps de l'entraînement et quand même inclure du gainage dans ma séance. Donc, ça va ressembler un petit peu à ça, ma philosophie. Pour les sports d'endurance, je suis présenté course à pied, ça ressemble un peu à ça en ski de fond, en triathlon. Il y a des variantes, c'est sûr et certain. On n'entraîne pas les mêmes groupes musculaires, les mêmes choses au même moment, mais en général, en endurance, c'est pas mal ce type d'entraînement-là que je vais privilégier. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je ne pense pas que j'ai dépassé trop. Et je suis prêt à me faire bombarder, John, si toi, tu es prêt. Ouais, non, c'est parfait. J'avais des questions, puis comme dans le prochain slide, tu as répondu à la question. Alors c'est parfait. Mais je vais commencer avec une série de questions de Thibault Lambert, qui avait beaucoup de questions. Et je pense que c'est des bonnes questions pertinentes. Alors, Vas-y. comment trouve-t-on son RM? Quel type de test existe pour ça?
En fait, le plus simple et le moins sécuritaire serait certainement de faire un test de 1RM avec une charge très lourde. Moi, je ne le conseille pas, par contre, pour un athlète en endurance. Je te dirais que si tu vas sur Google, tu vas trouver facilement des chartes qui vont te permettre de transférer un exercice que ton athlète a fait en 6 RM. Par exemple, lui donner un hip thrust en 6 RM. C'était vraiment sa dernière répétition. Il n'a pas été capable de faire une 7e. Donc là, on est sûr que c'est son 6 RM. Trouve cette charte-là de force maximale, force maximale, répétition. Puis tu vas pouvoir faire la translation, la traduction de ça. Souvent, le 1RM, c'est 100%. Ensuite, le 2RM, ça va être à peu près 95% de ton 1RM. Le 3RM, ça va être 92. Le 4RM, 90. Donc, tu vois un peu la suite de ça vers le bas. Quand on tombe dans les 8, 12, 15 répétitions, on parle plus d'un 70-60% du 1RM à ce moment-là. OK, merci. Une autre question de Thibault Lambert. Quelle est la limite du gain en EC? J'ai oublié le mot là, é- Force économie maximum. course. Non, économie Ah, la course. limite du gain, ben moi, le chiffre Ouais, que j'ai vu le plus élevé, c'était 8 OK. dans l'étude que j'ai présentée, justement. Puis ça, elle incluait un groupe contrôle qui faisait la force maximale plus l'entraînement d'intensité versus un groupe contrôle qui faisait que l'entraînement normal de course à pied. Le chiffre le plus haut que j'ai vu, c'est 8 mais probablement que ça peut peut-être être plus que ça. Je n'ai pas de données là-dessus, mais j'ai vu le 8 c'est le plus haut chiffre que j'ai vu là, sur une période de Mais 14 semaines. il précise, mais, je veux dire, est-ce qu'il y a un moment donné où on plafonne, comme par exemple, comme si on fait ton programme pendant une saison, la prochaine saison, est-ce qu'il va y avoir encore des gains ou est-ce que c'est juste comme tu Ben, achètes ton en fait, 8% puis ça reste? en fait, c'est que le baseline va s'améliorer. Par exemple, ton VO2 max ne va pas nécessairement à s'améliorer à chaque année, mais par exemple, je ne sais pas si vous êtes familier un peu avec les principes de seuil, mais par exemple, le seuil anaérobique, ce qui est une vitesse là, qui correspond à environ, on va dire, à 1 heure de course jusqu'à épuisement, là, grosso modo. Ben ça, dans le fond, l'entraînement de la force va aider à améliorer ça. Donc, d'année en année, ton baseline, la base que tu vas avoir à développer va être un peu plus haute. Donc, si par exemple ton VO2 max ou ton seuil anaérobique, parlons de seuil anaérobique, était à 16 km/h l'année 1, la deuxième année, à son maximum, la deuxième année, ben, peut-être qu'il va descendre un petit peu lors du off-season, il va être à 15, mais il va être quand même plus haut que ton baseline de l'année d'avant. Tu l'as amené à 16, tu es parti à 14 cette année-là. Tu l'as amené à 16. L'année d'après, tu vas partir à 15 ou à 14,5, tu vas l'amener à 16, 16,5, peu importe. Donc, tu vas être capable d'améliorer ce facteur-là. Donc, l'économie de course est un facteur, mais on parlait aussi là, de la capacité anaérobique, comme je le disais, qui est un autre facteur, la rigidité, la raideur musculo-tendineuse qui est un autre. Donc, ensuite, ben, c'est sûr qu'il y a un plafond à ça. Là. Mettons, Kipchoge, c'est le meilleur marathonien au monde, mais demander sa VO2 max, là, elle ne peut pas être plus haute que ça. Il a comme plafonné un peu. Fait qu'il il va améliorer sa course par d'autres aspects, parce que le VO2 max, ce n'est pas tout dans la vie. Il va l'améliorer par son seuil anaérobique, il va l'améliorer par une diversité dans les exercices de musculation qu'il va aller chercher. Aussi, peut-être inclure plus d'horizontal que de vertical, peut-être inclure plus de pliométrie si jamais il n'y en avait pas assez. Donc, c'est de chercher qu'est-ce que la tête n'a pas fait aussi, puis comment on va pouvoir améliorer ces composants-là en allant chercher ces détails-là. OK. Notre question de Thibault. Peut-on coupler une séance de force avec de la course, c'est-à-dire comme 70% en vitesse max, comme pas intensité, afin de revasculariser les muscles sans risquer de se blesser? Tu veux dire, dans le fond, de faire un entraînement vraiment en force maximale, puis ensuite aller faire un jog? Ouais, il me Oui, semble comme ça. je pense que ça pourrait être intéressant. Je n'ai pas de contraintes par rapport à ça. Souvent, pas une contre-indication, mais je dirais le downside ou le point négatif de la course à pied, c'est que ça va régénérer pas de la destruction musculaire, je cherche mon mot, mais on va continuer à augmenter le dommage musculaire étant donné l'impact. Mm. Donc, peut-être qu'on a créé assez de dommages musculaires dans la musculation, on n'a pas le goût d'en faire plus,
dans le cool-down ou peu importe le jog qu'on fait directement après. Peut-être que si tu veux augmenter le volume d'entraînement de l'athlète, peut-être que le vélo, ce serait mieux après, justement, pour éviter cet impact-là. Si les entraînements sont espacés de 3-4 heures, il n'y a pas de problème de courir et de faire une séance de musculation dans la même journée, inversement. Si la séance de course est plus légère, là, il n'y a aucun problème avec ça. Je ne vois pas d'inconvénient du tout. Mais c'est sûr qu'on a deux types d'entraînement qui créent du dommage musculaire, fait que de les combiner directement ensemble, des fois, ça peut être plus dommageable pour l'athlète que bénéfique, là. OK. Et des entraînements plus intenses, comme tu ne conseilles pas nécessairement de faire musculation le matin, puis le soir de faire des intervalles? Ben, comme je le disais, ça peut être une méthode qui peut être intéressante. Il faut juste bien la placer dans notre méso, dans notre planification annuelle et ne pas nécessairement le faire à chaque fois. Par exemple, je suis dans un stade, je suis au méso 2 de ma préparation, j'ai 8 mésos. Au méso 2, je veux maximiser mes gains de force. C'est quand même important à ce moment-ci de l'année. Est-ce que c'est si important que ça de faire 20 fois 400 mètres à fond pour développer ma vitesse maximale? Peut-être que je peux réserver ça pour un autre méso. Donc, je vais favoriser un accent accru sur ma séance de musculation pour être fresh à cette séance-là et peut-être avoir une séance d'intervalle qui va être un peu plus légère après dans la journée, sans problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Si ça maximise la récupération de l'athlète, il n'y a aucun problème. Puis peut-être, plus j'approche des compétitions et plus l'intensité devient lourde et fatigante, ben, peut-être inverser ça, comme ça ici. Donc, amener l'intensité plus en avant-midi le matin et faire ma séance de musculation le soir, avec une séance qui va être un peu plus facile en musculation parce que je me rapproche de toute façon de mes compétitions qui sont importantes. Donc, d'inverser cette logique-là. Je le fais souvent, c'est rare qu'on le fait en course à pied, moi et Félix, mais en ski de fond, c'est un principe qu'on applique énormément. Donc, ils vont faire une petite grosse séance d'intensité le matin. L'après-midi, on fait une petite séance de musculation plus facile, plus courte, plus concise, moins drainante au niveau neuro, puis on a des résultats très, très, très bons avec ça. Par contre, au début de l'année, la séance de musculation va être plus justement en premier, avoir plus d'importance, puis la séance d'intensité va être très légère après, là. Donc, on peut jouer comme ça avec nos principes, là. OK. OK, là, une question qui vient de Pierre-Luc Blais. La question est, pour les athlètes de 12 à 17 ans, comment progresser la force max au fil des ans? J'imagine que ce n'est pas vraiment bon de faire du 4RM à 12 ans, mais qu'en est-il pour la suite? Ben, en fait, il y a de plus en plus d'évidence qui nous montre que c'est correct d'en faire. Ça dépend de la capacité de l'athlète à soutenir la charge. Comme moi, je ne me sens pas à l'aise à faire du 2RM à un jeune de 12 ans. Pour du squat, par exemple. Pour les postes, peut-être que c'est correct parce que la complexité est moins grande, le niveau technique est moins grand, donc il y a moins de risque de blessure. On peut développer sa force comme ça. Ce que je ferais avec ce genre d'athlète-là, pour répondre à ta question, Pierre-Luc, c'est vraiment quand ils sont très jeunes, d'avoir moins de méso où je vais travailler ma force maximale et d'avoir plus de méso où je vais travailler ma fondation. Donc, c'est sûr que ce méso 1-là de fondation, je le doublerais, je le triplerais pour vraiment enseigner la qualité, pour avoir peut-être 1, 2 mésos de force maximale allant vers la limite supérieure de la force maximale, peut-être plus du 6 répétitions. Et tantôt, je parlais de répétitions en réserve, donc de peut-être avoir 1, 2 répétitions en réserve à ce moment-là. Mais certainement, la bonne façon serait d'enseigner la fondation, des mouvements lents, contrôlés pour commencer. Et il n'y a pas de mal aussi à faire des méso-fondations intro-plio avec. J'ai mis force max là, mais ça pourrait être la fondation aussi, juste pour commencer à faire sauter l'athlète, etc. Donc, je rallongerais cette période de fondation-là, plus l'athlète est jeune. Et plus l'athlète devient expérimenté, ben, plus la période de fondation, moins la fondation est importante, entre guillemets, plus on peut se mettre au travail plus rapidement en force maximale. Donc, de jouer avec ces principes-là aussi, ce serait assez intéressant. Cool. J'ai remarqué que tu n'as pas trop parlé des exercices de, si on dit peut-être la puissance ou comme powerlifting, Yeah. haltérophilie. Est-ce que cela a une place dans tes programmes? Qu'est-ce que Oui, des cours certainement. d'endurance pourraient faire avec ça? Certainement. Au niveau de l'haltérophilie, moi, ce que je préconise, en fait, c'est vraiment une qualité de mouvement qui va être une technique qui va être très efficace. La réalité de l'haltérophilie, c'est que ça va prendre beaucoup d'années d'expérience pour développer cette technique-là, souvent une technique qui va être parfaite et qui va nous permettre
vraiment de réaliser l'objectif de l'haltérophilie, qui est le développement de la puissance par la triple extension au niveau cheville, genou, hanche. Souvent, ce que j'ai remarqué, malheureusement, c'est qu'à un certain moment donné, les athlètes d'endurance, surtout en course à pied, par exemple, ils vont être assez limités dans le développement de cette technique-là. Ils vont atteindre un plateau difficile à casser et ce plateau-là ne permet pas justement de développer finalement leur puissance. Donc, ils vont travailler plus un mouvement un peu plus en vitesse avec une charge qui est un peu sous-maximale. Donc, je dirais que dans la majorité des cas, c'est différent pour mes skieurs de fond, ils en font beaucoup, ils sont expérimentés. Mais pour mes coureurs qui font de la longue distance un peu plus, on peut essayer d'en faire, voir l'habilité un peu innée à le faire, puis ensuite bâtir à partir de ça, si je suis capable d'aller chercher vraiment des charges lourdes qui vont me permettre de développer cette puissance-là, c'est certain que je vais en inclure. Si je vois que c'est un peu limité, eh bien, il y a plein d'autres exercices qui sont intéressants. Je connais des champions du monde dans plein de sports d'endurance qui n'ont pas d'haltérophilie et qui sont quand même champions du monde parce qu'ils ont trouvé des options qui sont assez intéressantes, là. Justement, j'avais prévu le coup. John, je t'en ai sorti un. Vous avez ici là, un coureur assez connu dans le monde canadien. Lui, je ne lui fais pas faire d'haltérophilie, étant donné son passé un petit peu en longue Attends, haleine. est-ce que je vois pas Ah, d'image? tu ne Est-ce vois que pas? Attends une non, seconde, non. je vais refaire ça. On se demande c'est qui. C'est bon, je te fais pas attendre plus longtemps. Là, est-ce que tu le vois? Hey, c'est Charles, OK, j'avais pensé que C'est c'était bon, probablement lui. excellent. Fait que dans le fond, c'est le principe de développer l'haltérophilie, c'est de développer ta puissance maximale. Donc, de déplacer Mhm, une charge lourde assez rapidement. Ben, il y a d'autres mhm, exercices qui sont intéressants pour faire ça. On n'est pas obligé de faire de l'haltérophilie. On peut aller mhm, chercher de la triple extension dans d'autres mouvements comme des squats, triple extension, justement, comme Charles, je fais faire beaucoup de ce mhm, genre d'exercice-là mhm, parce que, étant donné ben, ces passés de blessure, on ne veut pas trop jouer dans l'haltérophilie. mhm. Donc, on va Ouais. déplacer la charge assez lourde rapidement avec les chevilles, genoux, hanches, jusqu'à la pointe des pieds. Donc, on n'est pas obligé d'aller chercher des mouvements d'haltérophilie pure pour aller rechercher les bénéfices de l'haltérophilie, mais ça reste l'haltérophilie un mouvement qui est très intéressant, que je vais inclure souvent dans mes entraînements. Honnêtement, je suis beaucoup les gens de 800, de 400 et de sprint aussi. C'est beaucoup un mouvement que je vais prescrire à ces gens-là. Et bon, je vais un peu à la pièce après pour mes athlètes qui sont plus en endurance. Si je vois que la capacité va être un peu limitée et que l'apprentissage va être très long, des fois, il ne faut pas trop se casser la tête puis pas trop taper sur le clou pour d'autres exercices qui apportent le même bénéfice finalement. OK. Puis on remarque que est-ce que le squat là, que Charles vient de faire, Oui, c'est comme un quart de squat, c'est pas nécessairement le squat exactement, complet. exactement. On n'est pas obligé d'aller chercher des amplitudes qui sont très, très profondes non plus, là, parce qu'on s'entend que la course à pied, ce n'est pas un mouvement qui nécessite une flexion de la hanche qui est très profonde. Donc, on peut Mhm. limiter aussi ces mouvements-là à des amplitudes plus sécuritaires aussi, là. OK. Exactement. Je le remets. Vous voyez ici là, le genou, la hanche à peine à 90 degrés dans ce mouvement-là. Mhm. OK. Mais lorsqu'on Ouais. mesure la vitesse avec un transpondeur linéaire, justement, il est capable de maintenir une vitesse qui est très élevée. Puis on reste dans des amplitudes qui sont assez spécifiques à la course à pied. OK. OK, j'ai une autre question. Oui, juste pour, comme, peut-être que vous avez donné beaucoup de bonnes raisons pour avoir ça dans le programme de la force, mais comment motiver les athlètes? Parce qu'on pourrait dire peut-être que les athlètes d'endurance sont un certain type qui ont pas une attraction naturelle Ouais. à la salle de musculation. Alors à part l'idée de, OK, ben, si tu veux être comme un champion comme Charles, il faut faire ça, mais quelle sorte de conversation as-tu avec les athlètes pour comme un peu leur convaincre ou pour leur faire sentir plus à l'aise dans la salle de musculation? Ben justement, je pense que d'avoir l'approche de ce que je viens de faire, justement, d'apporter tous les bénéfices. Souvent, là, quand pas nécessairement tous les athlètes, mais beaucoup d'athlètes sont assez cartésiens, donc de leur apporter des chiffres d'amélioration et tout, ça va beaucoup les motiver. Moi, souvent, les athlètes qui sont. Je travaille moins avec les jeunes, là, pour être très honnête, mais les athlètes qui sont un peu moins motivés, justement, l'évaluation fonctionnelle, ça va être un bon moyen de les accrocher parce qu'on va vraiment les cibler qu'est-ce qu'ils ont besoin, eux
Puis on peut même faire du testing pour ces athlètes-là spécifiques sur des plateformes de force, etc., pour voir c'est quoi son profil, mais surtout l'évaluation fonctionnelle, savoir, OK, là, toi, les plantiflexeurs, ça te prend au niveau des mollets, c'est très faible, il faut améliorer ça, ça va beaucoup améliorer ton patron de course. Ton endurance au niveau des adducteurs, des ischio-jambiers, très faible au niveau des fessiers, récurrence de blessures, là, qui s'en vient. Si l'athlète a déjà été blessé, souvent, ça va lui allumer des cloches. Donc, moi, j'aime beaucoup accrocher l'athlète avec la personnalisation de l'entraînement, qui des fois va faire qui va pas des fois, qui fait une énorme différence pour l'athlète, pour être honnête, mais même si ça ne ferait pas une énorme différence que ça, juste le fait que l'athlète sache justement qu'il y ait un programme qui est très ciblé pour lui, pour ses besoins au niveau mécanique, souvent, ça va l'accrocher énormément. Souvent, moi, mes programmes sont un petit peu plus longs. Donc, qu'est-ce que je fais avec les athlètes qui sont un peu moins encouragés et motivés? Ben, c'est je vais vraiment y aller à l'essentiel, ramener ça à des séances qui sont très courtes. Si l'athlète se déplace pour une séance d'intensité, comme je le disais, ce n'est pas idéal nécessairement de le mettre directement après, mais si c'est la seule façon de le motiver à s'impliquer un peu plus en musculation, il est déjà, par exemple, à la salle parce qu'il a fait des intensités, ben, de le faire directement avec lui après, ça peut être intéressant. Donc, de faciliter peut-être l'approche avec ce genre d'athlète-là par la personnalisation, par son économie de temps à lui, etc. Ça peut quand même les accrocher assez solidement, là. C'est rare que j'ai rencontré des athlètes qui étaient peu motivés pour l'instant, mais ça se peut que ça vienne dans mon... en fait, j'en ai rencontré, mais souvent, malheureusement, ils vont s'éloigner un petit peu avec le temps, mais ce serait mes conseils pour les athlètes qui sont un peu moins Ouais. attirés par la Mais muscu. ouais, c'est peut-être pas la motivation nécessairement, mais juste comme être un peu appréhensive de ce type Ouais, souvent, d'entraînement. comme je le disais, en raison de la prise de masse, en raison de ci, de ça, des mythes un peu qu'on a à partir de là, mais je pense que de défaire chacun de ces mythes-là, s'asseoir, défaire chacun de ces mythes-là, lui présenter des données qui sont intéressantes, qui sont scientifiques, ça peut être intéressant, puis de lui présenter justement, si on se retourne vers la Norvège présentement, on regarde les trois frères, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font de la muscu aussi. Les meilleurs skieurs de fond au monde sont souvent dans la salle de musculation. Il y a des athlètes, pour être honnête, il y a des athlètes très performants qui font peu de muscu. C'est évident. La question, c'est est-ce qu'ils seraient encore meilleurs s'ils intégraient ça dans leur cursus aussi? Ça peut être intéressant à débattre aussi. Moi, c'est souvent ce que je dis aux gens. C'est pas parce que quelqu'un fait pas quelque chose que c'est la bonne chose à faire non plus. Peut-être que s'il l'intégrait, il serait encore meilleur que ça, même s'il est déjà le meilleur au monde. Donc, c'est toujours de prendre ce qui est évident au niveau de la science, puis de l'appliquer. Puis ensuite, ben, le pire qui va arriver, c'est que ça ne donne pas de résultat pour toi, mais au moins, tu aurais essayé de t'améliorer par une façon qui est prouvée scientifiquement. Puis au pire, ça ne donne pas de résultat, mais on aura essayé d'amener un petit bonus à ton entraînement. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'effet négatif, outre la fatigabilité, d'être un peu plus fatigué parce qu'on l'a mal agencé dans notre horaire. C'est certain que ça peut causer des interférences, mais si on le fait bien, on donne assez de repos, il n'y a pas de raison de ne pas en faire, c'est sûr. OK, mais c'est parfait. On est à notre, c'est notre heure de fin. Merci beaucoup pour ça. Je pense que c'est une présentation très utile et les gens ont pu bénéficier de ton expertise là. Alors, merci beaucoup. Et Ça fait plaisir. comme Charles avait dit, pour tout le monde, il va m'envoyer la présentation et je vais partager avec le monde qui est inscrit pour ce webinaire. Alors, merci, bonne soirée, merci, bonne soirée à tous et on se revoit. Le prochain webinaire va être en effet en septembre. On prend une pause pour l'été et on revient en septembre. Et juste pour donner un petit preview, ça va être sur le sujet de être entraîneur sur des équipes nationales avec notre directeur de haute performance, Simon Nathan. Alors, c'est à ne pas manquer. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci, Charles. Bonne Merci. nuit. Au revoir.